L'atteinte de la haute performance sportive repose sur les savoirs et les compétences d'athlètes, d'entraîneurs, de préparateurs physiques ou mentaux, d'accompagnateurs scientifiques de la performance, de staffs médicaux et paramédicaux ou encore de managers. L'émission Les ficelles de la performance vise à présenter les pratiques professionnelles de ces acteurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charlie Simot pour ce premier épisode de l'émission Les ficelles de la performance. Charlie, tu es aujourd'hui cadre à la Fédération française handisport, manager de la performance goalball et manager de la performance cécifoot, le football pour les déficients visuels. Quel a été ton parcours pour en arriver là ? Bonjour Stéphane, bonjour à tous. En tout cas, merci de m'accueillir ici à l'INSEP. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un parcours assez atypique parce que je suis un enfant du football. J'ai été footballeur professionnel dès l'âge de 18 ans et après ça, donc j'ai passé mes diplômes d'entraîneur de football traditionnel. Et puis de fil en aiguille comme ça, par des rencontres assez anodines comme ça, j'ai croisé les gens du cécifoot et c'est comme ça que petit à petit ils m'ont ramené dans la discipline. D'abord comme bénévole pendant un certain nombre d'années et après comme professionnel. Donc aujourd'hui, je suis cadre à la Fédération française handisport, notamment sur la performance du cécifoot et du goalball. Alors tu dis des rencontres anodines qui t'ont amené justement à rencontrer le football pour déficients visuels. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus ? Quand je parle de rencontres anodines, c'est qu'à l'époque, l'ironie du sort, c'est que je rencontre le cécifoot l'année de la première participation de la discipline aux Jeux paralympiques, donc en 2004. À l'époque, j'étais professionnel en Grèce, c'était ma deuxième année de professionnalisme. J'avais 20 ans et donc je rencontre le directeur sportif en place de l'époque qui lui en centre-ville comme ça, c'est vraiment une histoire assez singulière. Donc je rencontre au centre-ville avec 2-3 personnes qui cherchaient un restaurant et je me présente à eux parce que j'ai vu les mecs avec une tunique France, ça faisait quelques années que je parlais pas français. Donc je suis allé vers eux et puis ils m'ont demandé un restaurant, je les ai accompagnés et ils m'ont dit ce qu'ils faisaient parce que j'ai vu un grand monsieur avec une canne blanche, je suis allé vers eux et donc après il me dit ils font du cécifoot. Donc c'est très curieux pour moi. Je me suis dit j'ai pris une claque parce que je savais pas du tout que les personnes en situation de handicap pouvaient faire du sport. Donc ils m'ont donné 2 billets, ils m'ont permis d'aller voir les jeux. Donc j'ai vu France-Brésil et France-Argentine et j'ai été scotché. Pendant une semaine, je n'en revenais pas. Ma compagne de l'époque elle comprenait pas. Enfin, j'étais déboussolé parce que je voyais des mecs qui, sans les yeux, arrivaient à faire du football, à donner du plaisir, à susciter de l'engouement en tribune. Et donc, ça a trotté dans ma tête, ça a beaucoup cheminé. Et quand je passais mes diplômes, donc comme ça, le directeur sportif de l'époque, il m'a pas lâché parce qu'il m'avait dit une phrase qui reste toujours dans mon esprit, c'est que Charlie, on a besoin des personnes qui ont fait du football. Et des personnes qui sont formées pour nous accompagner, pour permettre à ce que notre discipline prenne un élan assez conséquent sur le territoire. C'est comme ça que petit à petit j'ai accroché à l'hameçon et aujourd'hui je fais partie des meubles de cécifoot. Donc 2004, des Jeux en Grèce, une rencontre extraordinaire. Et 2024, 20 ans plus tard, t'es plus à la découverte du cécifoot, même si je pense que t'apprends toujours des choses sur la discipline, même si tu la structures à la fois en développement et en performance. Mais là, tu fais effectivement, comme tu dis, partie des meubles et t'as contribué à cette victoire aux Jeux de Paris. Alors, c'est peut-être assez particulier d'être entraîneur, entre guillemets, sport... tu dis traditionnel, on va dire valide ou traditionnel, oui. Et puis handisport, donc déficient visuel, cécifoot dans ton cas. C'est marquant dans ton parcours d'avoir été à la fois entraîneur avec, comme tu dis, tes diplômes que tu as passés en France sur le football classique, et puis être entraîneur donc en football classique et être entraîneur en football pour déficients visuels. C'est marquant ? Moi, en tout cas, c'est un terme que j'utilise beaucoup. Ça m'a beaucoup édifié, en fait, dans le sens où moi, j'estime que je suis très très chanceux parce qu'en fait, en passant mes diplômes d'entraîneur de foot traditionnel, j'encadrais les U18 à l'époque à Muret à côté de Toulouse, en même temps, donc le directeur sportif dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc lui, il me lâchait pas, donc il me permettait de venir encadrer aussi des personnes déficientes visuelles, notamment à Toulouse et sur Paris, et ça me permettait en fait d'évaluer ce que je faisais, d'évaluer un peu mes compétences
à travers ce que je faisais avec les joueurs traditionnels et les joueurs du CSI Foot, les CSI footballeurs. C'est-à-dire concrètement, c'est que très souvent, je faisais les mêmes séances avec des joueurs traditionnels, avec mes joueurs traditionnels et les CSI footballeurs. Et parfois, j'étais un peu scotché du retour, du feedback que j'avais notamment des joueurs du CSI Foot qui, eux, parfois des séances où j'avais beaucoup de conviction, où j'avais beaucoup de certitude en sortant de la séance, en me disant que la séance s'était très bien passée, que le message était passé, qu'ils avaient très bien compris quelle était l'essence même de la séance, pourquoi on le faisait. Comme on dit dans le football, on joue comme on s'entraîne, comme c'était des exercices qui étaient tirés du jeu. Et à la fin, parfois, le jour où je me disais que la séance était une séance assez pourrie, excusez-moi du terme, mais les mecs me disaient non, on a bien compris ce qu'on n'arrive pas juste à réaliser. Voilà. Alors que chez les joueurs traditionnels, très souvent, ce feedback-là, il est très compliqué. Et là, je veux parler de la communication. Ça, c'est un outil que j'ai vraiment appréhendé, vraiment appris, en fait, dans le CSI Foot. D'accord. Donc, cette dualité, enfin, tenir à la fois du football classique comme entraîneur avec les problématiques associées et tenir en même temps des problématiques liées à l'entraînement des déficients visuels, ça t'a permis de mieux voir les forces et faiblesses des exercices, des façons de s'entraîner et puis comme tu dis de la communication. Ça soulève des questions finalement ça, parce que en termes de formation tout au long de la vie des staffs sportifs, notamment des entraîneurs, des managers là dans ton cas, sur la diversité des publics encadrés. Je pense en ce moment il y a dans le milieu du sport de performance toute une dynamique que je pense très positive autour et des travaux scientifiques en fait qui montrent que il faut pas spécialiser trop fort et trop tôt les jeunes sportifs. Donc c'est-à-dire il faut pas que les jeunes sportifs fassent une discipline avec un très gros volume horaire, beaucoup de compétitions, etc. Trop tôt. Il faut au contraire leur regarder une approche avec différentes disciplines sportives pour que derrière ils aient une performance et une performance plus durable. Et peut-être de la même façon on pourrait faire un parallèle avec est-ce qu'il faut pas pour les entraîneurs sportifs aussi qu'ils ne se spécialisent pas trop tôt sur entraîner une discipline très précise. Par exemple en natation, est-ce qu'il faut entraîner qu'une seule nage ou entraîner toutes les nages, voire même entraîner du water polo en plus. Enfin voilà, c'est des questions qui peuvent se poser à l'écoute là de ton parcours. Bon, parfait, passons. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à part cette dualité donc handisport et sport valide qui t'ont particulièrement inspiré et qui ont construit ta performance de manager? Moi, ce que je dirais, c'est que la première force que je pense que j'ai eue, c'était de pouvoir être à l'écoute, d'être très très à l'écoute des personnes en situation de handicap visuel, dont les CSI footballeurs, pour me permettre moi de progresser. Être à l'écoute, c'est quelque chose, d'avoir une écoute active, c'est quelque chose de très très complexe à avoir comme attitude. Et puis le fait aussi de faire ce qu'on appelle des feedbacks constant, c'est-à-dire qu'après chaque exercice d'avoir un feedback pour comprendre exactement ce qu'ils ont compris, ce que ça fait sens, ce que je leur demande de faire pour eux, en tout cas pour moi ça faisait sens, mais est-ce que ça fait sens pour eux? Et c'est ce feedback là qui est parfois difficile chez des footballeurs traditionnels. Et ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup édifié. Et je dis aujourd'hui que, quand je dis que j'ai beaucoup de chance, c'est que je n'ai pas eu un parcours handisport, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu une formation handisport. Donc en fait, moi, je les considérais comme des sportifs à part entière, des sportifs traditionnels. En tout cas, moi, j'ai toujours considéré le CSI Foot, les CSI footballeurs comme un public. Comme on peut considérer la U6, la U9, la U13, la U15. Voilà, pour moi, c'était un public. Et ce public-là, il faut non seulement s'adapter à eux, à ce public, mais il faut aussi mettre du sien. Mettre du sien, c'est quoi? C'est aussi leur apporter quelque chose qui, définitivement, ils ont pas. C'est-à-dire que c'est cette performance-là que tu apportes, cet esprit de conquérant, cet esprit de dualité, cet esprit et moi j'ai baigné dans ça. Moi je suis né dans le football, j'ai été tout petit dans un centre de formation où dès le plus jeune âge, j'étais amené à me battre avec mes coéquipiers, mes copains pour avoir une place, de faire toujours un peu plus. Et quand j'arrive très tôt comme footballeur professionnel, j'arrive dans un environnement, je veux pas dire hostile, mais un environnement que je connaissais pas, nouveau, avec tout ce que ça peut comporter comme qui peuvent m'amener des pensées parasites.
à ne pas pouvoir performer rapidement. Donc en fait, j'ai apporté cet environnement-là de la performance auprès de ces footballeurs très jeunes, et je pense que c'est ça qui nous fait performer aujourd'hui, 20 ans après. Après, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que le CC Foot m'a apporté beaucoup de choses, notamment l'humilité. Ça m'a permis de comprendre aussi que le fait de ne pas toujours avoir des certitudes, c'est aussi l'humilité, de toujours écouter les autres, d'être toujours attentif à ce que font les autres, ce que disent les autres, parce que c'est un retour qui peut être très formateur et te permet d'être beaucoup plus performant, de grandir aussi avec eux. Et en somme, moi j'ai envie de dire que la plus belle chose que j'ai réussi à faire, c'est de pouvoir grandir et de grandir avec les CC footballeurs. C'est très intéressant cette notion de public où effectivement les déficients visuels en CC Foot, ça va finalement c'est pas plus différent que la différence entre des U15 et des seniors. Par exemple, c'est très intéressant et ça permet de se centrer finalement sur ce qui va faire les particularités et donc derrière d'individualiser par rapport à ce public. J'aime beaucoup cette idée, Charlie. Merci. Tu parles d'écoute des sportifs, d'écoute des autres, mais justement dans ce qui t'a particulièrement inspiré et qui a construit ta performance de manager, est-ce qu'il y a eu des écoutes avec ce qu'on peut appeler des pairs, des mentors, voilà, des aînés, peut-être des experts dans tel ou tel domaine. Voilà, est-ce qu'il y a eu des rencontres humaines de ce type-là? En plus, je comprends bien, de tout ce que les sportifs amènent au quotidien pour faire grandir. Bien, c'est une très belle question. Ce que je dirais simplement que j'ai eu la chance d'avoir des pairs qui étaient déjà en place, donc c'est-à-dire que l'entraîneur de l'époque et surtout le directeur sportif de l'époque aussi, qui eux ont beaucoup œuvré sur le développement de la discipline, et les voyant faire, ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup aidé, notamment à pouvoir apporter autre chose que ce qu'il faisait déjà. C'est pas une façon de dire que ce qu'il faisait c'était pas bien, mais de dire que ça m'a permis d'apporter quelque chose de beaucoup plus dynamisant en fait dans la discipline, et permettre à ce que quelques années plus tard on puisse penser à la performance, à la haute performance, si on peut dire ça comme ça. À côté de ça, j'ai aussi eu l'accompagnement de plusieurs personnes, notamment des coachs en fait, qui eux, dans l'essence même de la discipline, j'étais interpellé par les retours de certains coachs qui me disaient attention à ce que tu vas faire, de ta manière de communiquer, parce que c'est l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on travaille avec un coach, le coach me disait à chaque fois attention à ta façon de communiquer, parce que la communication non-verbale, elle est aussi hyper importante chez les déficients visuels, même si, sans jeu de mots, on va se dire que sans la vue, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la communication non-verbale? Mais oui, c'est hyper marquant chez eux. C'est-à-dire que cette personne m'a amené à me dire, en face de moi, ces athlètes à part entière. C'est-à-dire que il faut te comporter avec eux comme tu te comportes avec des joueurs, les U19, les U18 ou les U19 que tu encadres en traditionnel, qui sont à un très bon niveau régional, parce que eux, ils ont d'autres moyens, ils ont d'autres canaux en fait de pouvoir détecter ou décrypter en fait quel est ton positionnement actuel, quel est ton ressenti en fait par rapport à ce qu'ils font. Pour faire simple, je pense que c'est un peu complexe à comprendre. Pour faire simple, c'est de dire, sur un exercice par exemple, je suis pas content. Parfois, je me disais, il faut pas gueuler sur eux, parce qu'en fait, les pauvres, déjà, ils font déjà, c'est déjà pas mal ce qu'ils font. Et je me taisais. Et le fait de me taire, en fait, c'était plutôt handicapant. Excusez-moi du terme, c'est handicapant pour moi. Et pour les athlètes aussi, qui eux ne comprenaient pas du tout. Et le retour était très intéressant, parce que le retour qui m'était renvoyé, c'était de me dire, là, en fait, on a l'impression que tu ne fais pas confiance. Et là, j'ai pris un coup au mental. Donc, ils me disent, on a l'impression que tu ne fais pas confiance, parce que tu ne verbalises plus rien, ton attitude nous montre que, en fait, tu es désinvolte, que tu n'as pas envie qu'on progresse. Si on ne le réalise pas, l'exercice que tu nous demandes de faire, ou la tâche que tu nous demandes de faire, c'est parce qu'on n'a pas, peut-être, on peut comprendre, mais on ne sait pas comment mettre ça en route. Et moi, c'est là où j'ai appris ce qu'on appelle le
le contrôle ou l'accompagnement kinesthésique. C'est comme ça que je l'ai appris. C'est-à-dire que de démontrer, de décortiquer les actions par le toucher. C'est-à-dire que moi, je vais faire action et je vais je vais aller carrément au ralenti pour permettre à ce que les acteurs, les athlètes puissent, eux, comprendre ce que je demande de faire. C'est un peu comme à l'exercice avec des joueurs traditionnels. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas décortiquer l'action. Presque en ralenti. Les gars, on va le faire en marchant. Si on veut faire un enchaînement sur le côté, par exemple, je donne, je vais passer dans le dos, mais on le fait à 2 à l'heure. Mais eux, il faut le faire différemment. Parce que 2 à l'heure, ça ne veut rien dire pour eux. Il faut le démontrer, il faut qu'ils le touchent, il faut qu'ils le sentent. Parce qu'en fait, ce public est diversifié. Quand on dit déficient visuel, même chez les B1, donc les non-voyants sévères, ben en fait, il y en a qui ont encore un petit reste visuel. Il y en a qui, eux, ont vu et qui ont perdu la vue. Il y en a qui, eux, n'ont jamais rien vu. C'est-à-dire que certains, pour eux, le gazon vert, ça ne veut rien dire du tout. C'est-à-dire qu'il faut absolument que devant chaque image, qu'il y ait quelque chose de palpable. Et c'est là où j'ai beaucoup appris aussi. C'est-à-dire qu'avec des professionnels comme ça, qui, eux, m'ont renvoyé, en fait, l'attitude qui était mise au départ, parce que j'étais arrivé avec beaucoup de conviction. Ça m'a beaucoup édifié. D'accord, j'aime bien ce terme d'édifier, construire un édifice, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, des mentors, des pairs, peut-être aussi des formations, depuis ta formation initiale d'entraîneur de football, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont construit donc ta performance d'entraîneur puis de manager? Merci. Je pensais qu'on allait parler un peu plus tard dans le podcast, mais je vais le dire ici. Là, je vais faire allusion par exemple à TMS, qui est trajectoire manager sport que j'ai fait à l'INSEP, qui m'a bousculé parce qu'en fait c'était basé sur des actions très concrètes, même s'il y avait des cours magistraux, mais sur beaucoup d'actions très concrètes, des pairs qui eux venaient partager leur expérience. Et avec beaucoup d'expérience que nous avons eu aussi pendant tout le cursus de formation, et la chance qu'on a pu aussi avoir, ce qu'on a eu, nous on est ce qu'on appelle le cru de Covid, c'est-à-dire qu'on est la promotion Covid, et donc c'est un manager, c'est un TMS qui a duré un peu plus longtemps. Donc je crois qu'on a eu une année de plus pour pouvoir nous parfaire, nous imprégner justement de cette formation. Qu'est-ce qui m'a bousculé dans TMS? C'est que TMS m'a fait prendre conscience de moi, c'est-à-dire que qui j'étais, qui je suis, qui m'a fait prendre confiance de qui je suis et que sont les autres, que représentent les autres, la peur des autres, ne pas avoir peur des autres, de faire confiance, même si la confiance elle se gagne, je sais que tu vas me le dire, mais de faire confiance, d'apprendre à faire confiance, parce que tout seul on peut pas faire, on peut pas tout faire. Et aussi de comprendre qu'un métier, c'est quelque chose qui, c'est un long fleuve. Oui, c'est un parcours comment je vais appeler ça? C'est un parcours de formation tout au long de sa vie. Je vais m'expliquer. Par exemple, la première chose qui m'a bousculé dans TMS, c'était, je crois que c'était le premier cours. On est allé dans un opéra. Et arrivé à l'opéra, on était tout content, tout joyeux, on s'était dit, on va passer un super moment. Parce qu'on arrive, c'était chouette, quoi. On arrive, il y a, j'ai envie de dire le manager qui est devant, donc avec sa petite baguette, et qui fait jouer tout le monde. Belle symphonie. Et là, mais c'était un peu moins marrant quand nous, on voyait le mec avec sa baguette en train de donner des directives, c'est ce que je me dis, il donnait des directives, et puis ça se passait très très bien, c'est-à-dire qu'il donnait le tempo, il faisait avancer, ça allait plus vite, le tempo devait diminuer un petit moment, la cadence remontait, et quand il fallait que nous on passe à l'acte, que moi je passe à l'acte, c'est-à-dire que je passe en situation de celui-là qui devait donner le tempo, donc en fait, de manager, c'est en fait notre métier. Mais j'étais cloué. J'avais une grosse boule au ventre et je comprenais pas, j'arrivais pas à faire jouer les autres. Et j'avais pas, pour revenir à ce que je disais quand je disais que j'avais eu un coach qui m'a fait travailler l'effet miroir. Mais j'étais en très grande difficulté parce qu'en fait, il faut communiquer avec tout le monde. Il faut donner de la joie à tout le monde, donner du plaisir à tout le monde, faire à ce que tout le monde joue avec de la joie et que tout le monde joue dans le tempo que toi tu auras décidé. Et c'est véritablement ça notre métier, c'est le management. De pouvoir créer un collectif
créer une équipe qui joue ensemble. Et j'ai compris beaucoup de choses ce jour-là. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, mais attention, il faut respecter le boulot des autres et il faut être très attentif à ce que font les autres pour pouvoir être performant demain. Et après, il y a eu plein de choses que nous avons fait aussi pendant TMS. Après, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est peut-être pas des mentors, mais des personnes que j'ai beaucoup observées, parce que je pense que c'est dans mon ADN, le fait d'observer les autres, de prendre des autres. Et je peux dire encore une fois de plus que c'est la chance que j'ai eue en arrivant à la Fédération Handisport. J'ai croisé des gens fabuleux, des gens comme Jean Minier, que voilà, si je le cite, c'est parce que pour moi, je pense que c'est quelqu'un de, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un de, pour moi c'est un génie. Voilà, pour moi c'est un génie. Je l'ai vu faire. Je vais vous rassurer, hein, on n'a jamais eu un travail, j'ai envie de dire, collaboratif très proche. Mais en fait, simplement en observant l'homme, et je le qualifierais simplement comment dire, s'il y a un mot pour le qualifier, c'est humilité. Voilà. Et donc lui, il m'a appris l'humilité. Il y a un autre qui a pris la suite de Jean Minier. Là, j'ai te cité des DTN qui sont passés à la fédération, parce que c'est Jean qui m'accueille à la fédération. Après, il y a Christian Février qui prend la suite, qui était DTN adjoint à l'époque de Jean. Et lui, Christian, j'ai envie de dire, c'est lui. J'ai envie de dire, c'est mon maître, c'est lui qui m'a tout appris. Mais sans le savoir. Une fois de plus, il m'a jeté dans le bain. Et puis, c'était très difficile pour moi à l'époque, parce que c'est aujourd'hui avec du recul, avec les formations que j'ai faites, avec le coach que j'ai aujourd'hui, que je comprends beaucoup de choses par rapport à Christian. Christian m'a beaucoup apporté. Il m'a vraiment bousculé dans le vrai sens du terme. Mais je sais pas s'il le faisait exprès. Peut-être qu'un jour, je lui poserai la question. Concrètement, qu'est-ce qu'il faisait? Je travaillais sur les programmes des sports pour déficients visuels. J'étais nouveau à la fédération, je savais pas trop comment ça fonctionne, comment cette institution fonctionne, et je savais pas comment les projets à l'époque, j'étais encore jeune dans le montage des projets, mais lui, en fait, il me donnait carte blanche, il me laissait faire avec mes idées, avec ma compréhension, avec moi. C'est-à-dire que il fallait que ça ressemble à ce que moi, j'aspire, à ce que je sente en fait ce que je fais. Mais chaque fois que je venais le voir pour m'accompagner, pour peut-être relire et peut-être réorienter en fait le programme que je mettais en place ou le projet que je mettais en place, il ne me donnait jamais en fait des directives. Il me disait jamais non, il ne faut pas faire ça, il faut plutôt faire ceci. À chaque fois, qu'est-ce qu'il me faisait? Il me faisait réfléchir. Et un jour, il me dit, mais Charlie, tu sais, il faudrait que tu dois faire quelque chose de clé en main. Il faudrait que quand les territoires reçoivent ton projet, il faudrait qu'ils aient plus rien à faire. Ça, c'est un projet qui va fonctionner. Parce que dans les territoires, ils ont plein de choses à faire. Vous êtes nombreux, les collègues, et tous, vous les harcelez, vous les cherchez, parce que vous militez pour vos sports. Mais si ton projet n'est pas clair, et pour que ce soit clair, il faut que tu répondes à toutes les questions. Donc lui, il me questionnait à chaque fois. Et moi, quand je rentrais, je disais à ma femme, mais c'est pas possible. Mais lui, il me donne jamais de solution. Toujours en train de poser des questions. Mais c'est au bout du 5e rendez-vous qu'il m'a dit, là maintenant, va relire. Tu vas voir que pour moi, ça semble très très clair. Et moi, ce projet-là, je peux adhérer à ce projet. Et quand j'ai envoyé mon programme dans les territoires, j'ai un collègue aujourd'hui, Samy, qui est aujourd'hui le manager de la performance de la fédération, que j'apprécie beaucoup. Samy qui me dit, à l'époque, il était responsable de la natation, il était directeur sportif de la natation. Il me dit, mais lui, c'est un magicien. Il vient d'arriver, ses programmes, tous les territoires sont, c'est la rage comme des petits pains, mais je comprends pas. Et on n'a jamais eu une explication. Mais j'avais entendu des bruits de couloir comme ça, parce que lui aussi, il avait des programmes qu'il envoie dans les territoires. Mais c'est pour dire que c'est des personnes qui m'ont vraiment, je les remercierai jamais assez, parce que comme un enfant, ils m'ont filé un vélo, ils m'ont laissé me débrouiller tout seul. Je me suis blessé 1, 2, 3 fois, et au final, j'ai compris comment il faut pédaler, comment il faut garder l'équilibre. Et aujourd'hui, je peux en être que fier. Après, il y a eu d'autres DTN qui sont arrivés, un peu en flash, comme le DTN actuel de la Fédération d'athlétisme, qui lui, il est pas resté très longtemps. J'ai bien apprécié aussi sa posture. Franck Bignet, il s'appelle. Et puis, notre actuel DTN, qui lui aussi, c'est une posture différente. C'est un management différent. Mais la chance que j'ai envie de dire que c'est d'avoir eu la chance de pouvoir récupérer un petit peu de chacun
et de faire mon chemin, Après, il y a bien sûr la coach qui m'accompagne depuis plus de 4 ans, qui elle m'a vraiment, elle m'a fait découvrir qui j'étais, qui je suis, et elle m'a boosté dans mes pensées, parfois j'avais beaucoup de pensées arrêtées, ça il faut le dire, j'avais beaucoup de pensées arrêtées, j'étais quelqu'un de très rancunier, et quelqu'un qui réfléchissait à la place des autres, qui rentrait dans le cerveau des autres pour comprendre ce qu'ils pensent de moi, ou qui veulent penser de ce que je fais ou de mes actes, alors qu'en fait c'est faux en fait. Il faut avancer, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas faire l'unanimité. Et donc elle m'a j'ai envie de dire que s'il fallait parler par exemple en termes d'église, avec elle j'ai été né de nouveau. Norbert Kranz, voilà quelqu'un aussi qui je pense que qui a transformé notre discipline, qui nous a amené à la très haute performance. Quand il arrive à la fédération en 2018, sa première rencontre avec le CC Foot, c'était au championnat du monde, où on est complètement à l'envers, où on passe complètement à côté de notre compétition. En même temps, je venais de reprendre le projet CC Foot. Et là, Norbert, il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, et en disant, en envoyant un mail incendié à la DTN, en disant que c'est pas possible de laisser des mecs aller au casse-pipe comme ça, parce qu'on n'avait pas de terrain dédié pour l'entraînement et tout ça. Et donc c'est quelqu'un aussi qui m'a, et grâce à son action, aujourd'hui, à la fédération, nous, on a pu acheter un jeu de barrière, du matériel qui nous permet justement de nous entraîner dans des meilleures conditions. Et personnellement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, notamment si je fais TMS, c'est Norbert Kranz. Parce que Norbert, il a décelé quelles étaient mes zones de progression, où il fallait absolument que je progresse. Et donc il m'a dit, Charlie, écoute, il m'a d'abord offert un livre, c'est Team Think, c'est un livre sur le rugby, parce qu'il est très rugby, le Norbert, très rugby athlète. Sur le rugby, c'était le coach de l'équipe de Nouvelle-Zélande, en fait, qui parlait de la performance, en fait, de son équipe, comment ils ont fait performer, et ça m'a beaucoup édifié aussi. Et à côté de ça, il m'a dit, je pense que TMS, ça peut te faire du bien. Voilà, trajectoire manager sport, ça peut te faire beaucoup de bien, parce que là, tu vas être avec des pairs, et ça va t'enseigner, mais je pense que tu vas, avec ton parcours et ton profil, ça va beaucoup te faire de bien. Et c'est comme ça que je vais rencontrer le grand Yann Lemeur, ici en l'INSEP. Et à l'époque, moi, quand j'arrive, j'ai rien pour moi, quoi. Je me dis, je sais pas où je vais. Bon, je viens à l'INSEP, j'avais déjà fait 2-3 formations ici, mais je connaissais pas l'univers. Et là, voilà, je vais encore remercier Christian Février, la présidente de la fédération de l'époque, qui m'ont permis de faire cette formation-là. Mais tout est parti de Norbert. Et puis aussi à son crédit, Norbert, c'est vraiment lui qui a ramené cette performance, cette culture de haute performance et de performance à la fédération. Avec, je dis pas que ça se faisait pas avant, mais en fait, le fait de décupler et puis surtout d'avoir des personnes attitrées sur la performance et des personnes attitrées sur le développement, c'est Norbert qui l'a ramené. Et ça nous a permis justement de trouver des ingrédients de la performance, comme on le faisait avant, mais on bridait, on brodait un petit peu. C'était d'avoir un préparateur mental, d'avoir un préparateur physique attitré. Voilà, c'est lui qui a ramené cette culture-là. Avant, on le faisait, je dis pas qu'on le faisait pas, mais c'était un peu, j'ai envie de dire, un peu brouillon. Mais c'est lui, en tout cas, moi en tout cas, de mon vécu à la fédération, c'est lui qui a vraiment modélisé cela. Et bien évidemment, sous la houlette du DTN de l'époque, qui a accepté, parce que lui était que responsable de la performance à la fédération. Il y a un homme aussi qui a beaucoup compté pour moi, c'est Julien Zelela. Julien Zelela qui, lui, quand je suis arrivé de manière permanente dans la discipline, parce que lui, il m'a beaucoup bougé pour que je vienne, et il m'a tanné dans tous les sens pour que je vienne. En tout cas, et quand je suis arrivé dans la discipline, en tant que bénévole pendant 3 années, et j'étais à ses côtés, dans les bureaux, je venais l'assister dans les bureaux tout le temps, et j'avais beaucoup d'idées. À chaque fois, il me disait, mais un jour, il me dit, mais t'es con. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais Charlie, t'écris jamais. Les idées, tu peux avoir une idée aujourd'hui, demain tu l'as plus. Voilà, écris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup écrire. Et moi, mon téléphone, c'est 80% des projets et des écrits. Donc des choses comme ça que je pense, même dans le métro, dans le train, quand j'ai une idée, j'écris. Même quand je dors, parfois je pose pipi, je me lève, si j'ai une idée, j'écris. C'est comme ça que j'essaye de mettre en place beaucoup de projets qui nous permettent demain d'affiner
Il y en a qui vont être faits, il y en a qui n'ont jamais été faits, peut-être qu'ils seront faits dans 10 ans. Mais voilà, cette histoire de carnet, ça m'aide beaucoup et je pense que tout le monde devrait s'y mettre. Pour ceux-là, en tout cas, qui ne croient pas encore à cela, parce qu'une idée aujourd'hui, demain, on peut la développer un peu plus à grande échelle. Mais si on ne l'a pas retenu dès le départ, si dès le départ on l'a pas noté, en fait, les idées s'enfuient. Et puis avec l'âge, on a une mémoire qui est très sélective et qui, à un moment donné, on oublie beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais aussi parler de ça parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour un manager, de beaucoup écrire, de beaucoup noter, de beaucoup observer. Voilà, beaucoup observer, c'est ça qui permet de noter et ça nous permet aussi de grandir et d'avoir des outils pour mettre en place des projets. Notamment, concrètement, si je n'écrivais pas, je n'aurais jamais fait le projet C6 Stade en tant que responsable de développement du sport de C6 Foot à la fédération. C6 Stade, c'est quoi? C6, ça a trait à la cécité, stade, donc un terrain de C6 Foot. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce programme-là, j'ai mis en place en 2021. Aujourd'hui, nous avons 10 terrains à demeure conçus par des collectivités. Alors qu'avant, on n'avait aucun terrain sur le territoire. Et ça, c'est des idées comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on a lancé le projet? Et dès qu'on a lancé le projet 5000 équipements du ministère et de l'agence, mais j'ai sauté dessus. Je me suis dit, voilà ce que je voulais faire depuis. Et comme c'est subventionné à peu près à 80% sur le territoire, à 100% dans les Outre-mer, je suis tombé dessus. J'ai commencé à faire le VRP. Donc, j'appelais les clubs pour faire bouger les collectivités. Aujourd'hui, on a 10 stades à demeure. Donc, en fait, le développement de masse ne peut être que de mise aujourd'hui. Parce que ça, c'est un outil central de notre discipline. Parce qu'on a des terrains avec des barrières sur les côtés. Un peu comme dans les urban soccer. Mais sauf que c'était très difficile pour nous d'avoir des entraînements de proximité. Aujourd'hui, avec ces terrains-là, on a des pôles de performance, notamment en Île-de-France, à Lille et à Bordeaux. Ça nous permet de regrouper les meilleurs joueurs qui sont sur le territoire et d'avoir 2 séances supplémentaires par rapport aux séances des clubs pour permettre à ce que nos athlètes aient une posture d'athlète de haut niveau. En tout cas, ceux qui sont dans le cercle France. Voilà. Donc ça aussi, c'est aussi le carnet qui me l'a apporté. Après, il y a plein de projets aussi que j'écris comme ça. D'autres, comme j'ai dit, peut-être que ça ne sortira jamais de terre, mais c'était fondamental pour moi de parler de cela. D'accord. C'est très intéressant parce que finalement, tu décris bien à partir de ces personnes qui t'ont inspiré, puis aussi cette formation, Trajectoire Manager Sport, qui est de la formation professionnelle continue proposée à l'INSEP notamment. Toutes ces choses qui ont construit ta performance, finalement, tu dis bien que ça t'a pas apporté que des savoirs, je dirais, pour intervenir auprès des sportifs. Ça t'a aussi, bien sûr, ça t'a apporté ça, mais ça t'a aussi apporté des savoirs par rapport à toi-même, qui es-tu, comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est moins efficace. Et je trouve ça très intéressant parce que ça fait partie pas des non-dits, mais des choses qui sont moins dites quand on parle de la formation des entraîneurs, des managers dans le sport de haut niveau. Donc merci pour ce partage. Finalement, pas mal de formations avec et par les pairs. Et avec à la clé, parce que je te demandais les choses qui ont construit ta performance, c'est bien à la clé, bien sûr une performance de manager qui s'apprécie de différentes façons, mais une façon très notable et très visible pour tout le monde, c'est cette médaille d'or le dernier jour des Jeux paralympiques à Paris cet été, devant la Tour Eiffel, et puis avec les médias nationaux à 20h. Je te propose, pour que nous en parlions davantage, que nous nous retrouvions dans une seconde partie de podcast pour parler donc davantage de cette médaille, mais de quelles ont été tes ficelles pour contribuer à cette médaille, en quoi consiste ton métier de manager du C6 Foot. Les podcasts de l'INSEP, émission Les ficelles de la performance. Cet épisode a été réalisé par Stéphane Coucuit de l'Observatoire des pratiques et des métiers du sport de haut niveau, pôle formation, en partenariat avec Sylvain Bégaud de l'unité de production audiovisuelle.